Bonjour, cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons passer au peigne fin de grandes questions d'actualité au pays. Nous parlerons notamment de questions qui cadrent avec les élections en République démocratique du Congo. L'aspect, vous le savez, c'est ce calendrier électoral qui est déjà donc opérationnel avec notamment de revendications de l'opposition qui le taxe d'irréaliste et non consensuel. Nous allons également parler du contour de l'organisation, bien entendu, des prochaines élections avec une autre proposition d'un calendrier global, mais cette fois-ci qui tient compte de réalités selon l'opposition. En République démocratique du Congo, nous allons faire également le point sur le dernier rapport détenu de programme des Nations Unies pour le développement, basé notamment sur l'IDH, l'indice de développement humain. La RDC a récupéré quelques places. Nous entrerons à fond pour décrypter toutes ces informations. Nous finirons par faire mention de la question qui concerne l'émergence de la RDC. La RDC qui souhaite être comptée parmi les économies émergentes à l'horizon 2030. Et comment y parvenir? Nous allons décrypter toutes ces informations dans votre magazine. Et pour ce faire, nous recevons pour vous Monsieur Djeste John Numbi. Monsieur Djeste, bonsoir. Bonsoir Monsieur José, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonne fête à la femme. Bien, première question, évidemment dans la première partie, nous parlons de ce calendrier électoral, c'est évidemment la question politique, calendrier non consensuel évidemment et irréaliste, selon l'opposition à RDC. Comment avez-vous analysé cela? Vous savez, la classe politique congolaise nous aura sorti tous les mots du dictionnaire pour qualifier consensuel, non réaliste, non constitutionnel, anticonstitutionnel. Je pense que nous n'allons pas rentrer dans un débat sans fin, dans un débat des sexes des anges. Mais moi, ce que je me dis, c'est que nous avons un calendrier. Consensuel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire discuter entre les personnalités des différentes couches de la population et des différents mouvements politiques. Nous avons au sein de la CNI des personnalités qui sont venues et de l'opposition et de la majorité et de la société civile qui se sont réunies et qui ont sorti un calendrier. Pourquoi on l'appellerait non consensuel? Je pense qu'ici il y a un problème. L'opposition parle de consensus. Non, mais vous savez, avec les acteurs en présence. Vous savez, aujourd'hui il y a un problème dans ce pays. Il y a certaines personnalités qui veulent se confondre aux institutions. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'opposition, il faut que telle personne soit satisfaite. Si un certain M. Kamere ou un certain M. Tshisekedi ou Fayoulou, je ne sais pas, lorsqu'ils ne se reconnaissent pas, ils ne se retrouvent pas dans une institution ou dans une décision, cela n'est pas consensuel. Je pense que même quand on irait dans le consensuel, on n'aurait jamais des positions uniques. Mais bon, j'ai entendu qu'ils ont fait une proposition. En fait, c'est ça aussi la démocratie. Il y a des institutions qui prennent des décisions. Si vous avez des propositions, ils l'ont fait. Que vous, majorité, vous pensez que c'est un non-événement pour certains acteurs de la majorité? Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas si orgueilleux. Et évidemment applicable par rapport aux réalités du pays. Monsieur le journaliste, ne nous donnez pas la place de la CNI, nous n'allons pas parler au nom de la CNI. On essaie de confondre les choses. La CNI n'est pas la majorité. La majorité constate. La CNI nous a présenté un calendrier, nous avons vu nos amis s'agiter, comme toujours, ils essaient de s'agiter parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est ça la réalité. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections en octobre, ils ne sont pas prêts pour aller aux élections, même présidentielles. Vous allez voir, lorsque nous allons approcher aux élections présidentielles, ils vont évoquer les fameux dialogues ou de tels mouvements pour essayer de reporter parce qu'ils ne sont pas prêts. Les Congolais veulent aller aux élections et nous devons aller aux élections. Cette proposition du calendrier de l'opposition, M. Djeste, l'opposition avec notamment M. Kamere et les autres pensent que dans leur nouvelle proposition, ils pensent que les locales peuvent intervenir au-delà de 2016
puisque ces locales peuvent constituer un glissement au-delà de 2016. Bon, d'abord de un, ce n'est pas à eux de décider de ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas. Ils sont quand même Congolais, oui, c'est plutôt à tous les Congolais. Donc, ce n'est pas à une frange des Congolais de décider de ce que nous devons faire. Ils ont fait une proposition. Moi, je pense que la CENI va juger, la CENI va tabler. Mais si vous me demandez à moi de juger et mettre un jugement par rapport à cette proposition. Moi, j'estime que c'est fantaisiste. Pourquoi? Parce que ce qu'ils évoquent là, ce ne sont que des préjugés. Nous avons une CENI qui a proposé un calendrier. Ce calendrier, c'est au gouvernement de dire que nous n'avons pas de moyens. Pourquoi ils veulent déjà partir à l'avance pour commencer à... Ça, c'est une fuite en avant. Nous avons des élections à organiser. Organisons les élections. Si nous disons que nous sommes incapables de les organiser, si le gouvernement est incapable de les financer, alors là, on pourra faire des propositions. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est un non-événement, comme les autres le disent. C'est une distraction, en fait. C'est une distraction. Nous devons consolider, je l'ai toujours dit et je le redis, nous devons consolider la démocratie à la base. Nous avons aujourd'hui les découpages, nous avons aujourd'hui les nouvelles provinces qui doivent fonctionner. Nous devons avoir de l'administration à la base. On doit aller aux élections. C'est ça même le glissement dans une certaine manière selon l'opposition congolaise. Non, mais glissement, ça signifie quoi? L'opposition pense que par rapport à l'échelle des priorités, il serait mieux d'organiser d'abord les présidentielles et les législatives. J'ai peur que cette opposition soit incapable de réfléchir et de donner des éléments objectifs. J'ai très peur d'avoir des dirigeants demain qui ne vont s'appuyer que sur des suspicions et sur des allégations gratuites. Ici, nous sommes en train de gérer une nation, nous sommes en train de gérer un État. Comment on peut gérer un État avec des suspicions? Comment on va se dire non, nous avons peur, mais nous n'allons pas fonctionner sur les peurs de certaines personnalités congolaises. Mais fût-il chef de file de l'opposition, Tshisekedi ou Kamere, non, nous n'allons pas faire respirer la RDC en fonction de 2 ou 3 individus. Nous sommes en train d'aller aux élections, nous devons aller aux élections. On commence par les locales. Pourquoi on n'a pas des locales? Qu'on aille au local, qu'on arrive aussi au présidentiel. Par rapport au coût budgétaire, le budget lui-même d'organiser ces élections, il s'évalue à plus d'1 milliard. Le Congo est-il à mesure aujourd'hui de réunir tous ces moyens sans évidemment compter sur le partenaire? Je suis conscient que la démocratie coûte très cher pour notre pays et pour beaucoup de pays africains. Je suis même, un autre jour, si vous voulez, on fera un débat sur la démocratie africaine. On pourra essayer de faire des propositions. J'ai écouté un éminent de l'opposition qui a fait des propositions là-dessus. Je cite Fumutoto qui a fait des propositions sur la démocratie à l'africaine. Voilà, la démocratie à l'africaine ou à la congolaise. Je pense qu'il y a lieu de discuter de tout ça. La démocratie nous coûte très cher. Mais on doit être sérieux lorsqu'on fait de la politique, monsieur le journaliste. Lorsque vous demandez une chose, vous ne devez pas le faire, souffler le chaud et le froid. Nos amis nous ont demandé un calendrier global et ne nous ont pas demandé un calendrier présidentiel. Là, nous sommes en train de rentrer encore dans notre situation. Consensuel et réaliste. Non, mais là, on a changé de vocable. Au départ, on nous a dit, donnez-nous un calendrier global. On n'a jamais parlé des calendriers consensuels. On n'a jamais demandé tout ça. On nous a demandé un calendrier global. La CENI a présenté un calendrier global. Aujourd'hui, on nous dit, non, non, enlevez les autres élections. On n'en a pas besoin pour le moment. Donnez-nous. Mais il fallait déjà le dire dès le départ que nous avons besoin des élections présidentielles. Laissez tomber les autres élections. Comme ça, nous saurons qu'ils ont besoin de la démocratie à la sommet. C'est par rapport aux contraintes, une vingtaine pratiquement, ça la peur même de l'opposition. Non, mais les contraintes, effectivement, c'est ce que je dis. Les contraintes ne doivent pas nous faire peur. Les contraintes, ce sont des défis. Ce sont des défis que nous devons relever. La classe politique, tant de la majorité que de l'opposition, doit faire de sorte que nous puissions relever ces défis. Ce défi, c'est quoi? Ces défis, ce sont certaines lois qui n'étaient pas encore, ou qui ne sont pas encore au point. C'est le budget qui doit être au point. C'est toutes ces contraintes-là, toutes ces démarches qui doivent être faites. Mais c'est possible. Nous devons tout simplement être sérieux. Que cela soit remis ou réuni pour que l'on respecte. Oui, je pense que c'est possible avec un peu de volonté. Mais avec de l'agitation dans la classe politique de l'opposition, ça risque d'être un problème. Parce qu'avec ces agitations, c'est pour nous amener à des glissements, effectivement. Nos amis sont plutôt en train de bloquer la machine depuis beaucoup de temps. Depuis l'année passée, lorsque la CENI avait fait la propre proposition, on aurait dû discuter sur cette question. Aujourd'hui, on nous parle des budgets. Mais lorsque le chef de l'État avait proposé que l'on puisse aller aux élections provinciales en indirect, on l'a accusé de tous les maux. Alors que lui, visionnaire qu'il était, ayant la casserole devant lui, il savait ce qu'il y avait et il avait fait la proposition. Nos amis ont criaillé comme ils ont dit, nous avons l'argent dans ce pays, nous avons l'argent dans ce pays. Alors, allons-y.
serrons les ceintures, nous devons produire cet argent. Moi, je dis que les Congolais doivent faire tous les sacrifices possibles pour que nous allions aux élections. Et nous voulons des élections. Les Congolais veulent des élections. Nous ne voulons plus de distractions. Le pays manque cet argent, monsieur. Je sais. La RDC manque 1,5 milliard. Je ne pense pas que la RDC manque 1,5 milliard. Alors, je ne pense pas. C'est un problème de volonté politique. Moi, je pense que c'est un problème de volonté politique. Mais d'ailleurs, parce que la volonté y est, en 2011, il n'y avait pas des communautés internationales qui devaient nous aider. On nous a dit tout ce qu'on a dit. Il y a même des chefs des partis politiques ou des candidats présidents qui ont commencé la campagne en retard de 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas élection. La RDC ne serait pas capable d'organiser les élections seule. Il fallait que la communauté internationale vienne. Non, la RDC est capable de se prendre en charge. Nous l'avons vu à l'Est, comment les FARDC sont en train de se prendre en charge, nonobstant l'absence ou je ne sais pas appeler ça la grève, de la MONUSCO mais qui insiste quand même à participer. Non, mais ils veulent revenir. Non, mais nous, on ne va pas continuer à jouer au ping-pong. Venez, nous devons faire une guerre. Vous nous dites non, nous ne viendrons pas. Et puis le lendemain, vous revenez pour dire non, associez-nous à cette guerre parce que nous voulons participer quand même à la fin pour prendre les photos lorsque la victoire sera faite. Est pratiquement très important dans nous ne nions pas. Il n'y a pas que les FDLR dans ce pays. Il y a beaucoup de groupes armés. Pourquoi ils ne vont pas nous aider sur les autres fronts? Pourquoi ils veulent seulement s'associer pour travailler le FDLR? La question FDLR est très importante. Nous pensons que nous sommes à mesure de booster, de faire ce travail seul. Alors ils sont venus en appui, qu'ils nous laissent travailler. Lorsque nous aurons besoin d'eux, nous allons les appeler. On va poursuivre avec cette étape des élections. D'une part, il y a ces partis politiques de l'opposition qui réclament ce calendrier global, évidemment consensuel et réaliste. D'autre part, il y a d'autres formations politiques dont l'UDPS qui demandent le dialogue avant toute autre chose. Et vous estimez que l'on peut concilier le calendrier global, le dialogue d'autre part avant d'aller aux élections? Il y a même une troisième voie qui réclame... Non, pas avec Fumutoto, toujours avec l'opposition, qui réclame pratiquement une transition avec Dr Mukwege comme président de la République. C'est vraiment de la rigolade. Comment vous analysez? Moi, je pense parce que l'IDPS qui évoque des problèmes qu'elle considère des fonds, notamment des questions de légitimité, des questions électorales. Comment vous les analysez? C'est une distraction. L'UDPS est dépassé. J'ai l'impression que l'UDPS est toujours dans la même machine. Je vous avais dit déjà en 2012 que l'UDPS va continuer à réclamer son impérium jusqu'en 2021. C'est le cycle de 10 que l'UDPS fait. En 1991, il était Premier ministre. Il a continué à lutter pour être Premier ministre jusqu'en 2001. C'était 10 ans. Donc là, nous devons encore attendre 10 ans pour que l'UDPS arrête de penser à 2011. Ça, c'est des chimères. Nous, on ne va pas rentrer dans ce débat. J'ai l'impression que l'UDPS est vraiment dépassé. Mais je constate que c'est aussi une grande formation politique qui doit malheureusement, non, mais résoudre? Vous savez, l'UDPS, c'est un grand nom. Mais la plupart des membres de l'UDPS ont déjà compris que c'est maintenant une coquille vide. C'est une coquille vide. C'est une coquille vide, c'est un grand nom, mais il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de force, il n'y a plus de capacité d'influencer. Vous avez vu à Kinshasa, mais oui, nous avons tous suivi à Kinshasa, lorsque l'UDPS dit « nous n'allons pas à une marche », alors que la marche se fait avec les membres de l'UDPS. Voyez-vous, l'UDPS même certains députés de l'UDPS étaient dans la marche. Vous vous imaginez, lorsque l'UDPS appelle à ne pas participer à une marche, les membres de l'UDPS participent à la marche. Lorsque l'UDPS appelle les gens à descendre dans la rue, les gens ne descendent pas la rue. Quand l'UDPS a appelé les gens à aller à une manifestation à Kinshasa, vous vous rappellerez, il y avait 1500 membres alors qu'il y avait 10 partis qui appelaient, même l'UDPS. Quand l'UDPS n'était pas dans la marche du 19 janvier, vous avez vu la marche se faire, mais l'UDPS, alors que l'UDPS appelait le contraire. Donc l'UDPS est une coquille vide. Nous n'allons pas nous en occuper. Par rapport à ces élections, M. Dessé, et toutes ces revendications, comment vous entrevoyez les élections? Nous devons y aller comme ça, où il faut réunir toutes les forces en présence, je pense que non, discuter, c'est un peu trop dire. Je pense que nous devons faire comprendre à nos amis que le temps est arrivé où nous devons aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas commencer à trop écouter l'extérieur au lieu d'écouter nos propres frères. Nous devons aller faire les fils à l'extérieur pour écouter ce que un administrateur américain va vous raconter, plutôt que de rester au pays et de voir comment organiser les élections. Non, mais je n'insinue rien. Vous avez tous suivi que l'opposition est en train de faire l'éloge du fameux voyage qui sont partis aux États-Unis invités par un ONG
recevoir des C'est instructions. comme si vous insurgez contre la communauté internationale. Parce que nous Pas avons du tout, vu pas du tout. Dernièrement, Alexandre De Croo, qui a fait presque des mêmes déclarations, le pouvoir s'est attaqué à lui. Non, vous savez. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Non, la communauté Des réponses, internationale. La ou communauté c'est quoi? internationale, c'est qui? La communauté internationale, c'est la RDC y compris. Bien Donc la communauté évidemment. internationale, c'est nous tous. Les pays partenaires, Il y a- évidemment, qui viennent en appui à la RDC. Il y a aussi la RDC dans la communauté internationale. Donc nous ne nous insurgeons pas S'il faut contre la prendre communauté uniquement le cas internationale. d'Alexandre De Croo. Nous nous insurgeons contre certains administratifs, certains agents de la communauté internationale, certains individus qui sont en train de confondre ce qu'ils doivent faire comme travail et ils se font passer d'experts en RDC Et vous, ou je ne sais pas moi. qu'est-ce que vous reprochez à Alexandre De Croo, à Didier Reynders? Non mais Ils ont eu même une demande, plutôt une lettre, une réponse, comme des réponses émanant du porte-parole du gouvernement de la RDC par rapport aux propos ce que nous pensons, c'est qu'il y a des exagérations dans le comportement de certains membres de la communauté internationale, que vous appelez communauté internationale. Il y a certains ministres qui pensent être au-dessus des autres ministres ou au-dessus des autres gouvernements. Lorsque vous allez chez vos voisins, vous devez avoir un minimum d'égards. Lorsque vous discutez, vous présentez vos... Mais Didier Reynders, nous, on n'a rien contre lui, on n'a rien contre Alexandre De Croo. Nous, notre problème, c'est qu'on le respecte, que l'on respecte celui qui est parti, la souveraineté russe finlande. Oui, nous, on a des problèmes avec personne. Nous, notre problème, c'est un minimum de respect à nos institutions, un minimum de respect à notre démocratie. Nous avons notre façon de faire notre démocratie, nous avons un peuple qui est souverain. Si nous avons besoin de vous, nous vous invitons, venez. Mais donner des conseils n'est pas décider à notre place. Nous n'admettrons plus jamais que quelqu'un de la communauté internationale, qui qu'il soit, américain ou, je ne sais pas moi, belge, qu'il vienne décider à notre place. Là, nous disons non. Alors, en définitive, M. Jessé, au regard de tout ce qu'il y a comme revendication de l'opposition, des reproches de certains pays partenaires de la RDC par rapport à l'organisation des élections, qu'est-ce que vous préconisez? Même Didier Reynders a dit qu'il faut privilégier les législatives et les présidentielles. Les locales peuvent intervenir au-delà de 2016. Non, mais sur quelle base, lui, Reynders, pense qu'il faut privilégier les législatives nationales ou les législatives provinciales plutôt que... privilégié dans la RDC. Non, mais sur quelle base est-ce qu'il a consulté les Congolais? Où il décide par rapport à ses intérêts. Je vous avais dit l'autre fois, quel est le problème de nos politiques à Kinshasa? Quel est le problème de la communauté internationale? Ils n'ont pas besoin des élections locales. Les élections locales concernent les Congolais, pas la communauté internationale, parce qu'ils ne viendront jamais discuter avec le chef de secteur. Ils ne viendront jamais voir le chef ou les conseillers des chefferies ou des secteurs. Non, jamais. Ils ont besoin des députés nationaux, des ministres, des gouverneurs, parce que c'est avec ceux-là qu'ils peuvent discuter. Voilà le problème. Eux, ils veulent manipuler plutôt certaines personnalités qu'ils veulent positionner. C'est ça le problème de la communauté internationale. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous devons aussi regarder quelle est la volonté du peuple, quelle est la volonté des Congolais. Les Congolais veulent les élections à la base. Et nous voulons respecter le calendrier. Voilà notre problème. Nous voulons que nous allions aux élections, et les locales et les présidentielles. Vous voulez nous aider, aidez-nous. Vous dites... Du calendrier, tout à fait. On n'a jamais dit le contraire. Et je ne pense pas que lorsque toute la communauté internationale a applaudi le calendrier de Malou Malou, on a applaudi le calendrier de la CENI, on a dit voilà, nous sommes tout à fait d'accord, nous soutenons, nous demandons aux Congolais de parler et d'organiser ces élections. C'est que moi je pense que cette communauté internationale peut nous aider, c'est de faire pression sur l'opposition pour arrêter avec les turpitudes, qu'elle puisse rentrer au bon sens. Alors que l'opposition... Non, mais les turpitudes sont à reprocher à votre niveau. Non, à notre niveau, comment? Non, nous proposons, la CENI propose un calendrier. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire à ça? Nous disons, nous allons financer ce calendrier parce que c'est le gouvernement qui organise. Le gouvernement va financer ce calendrier et respecter ce calendrier. Voilà notre travail. Notre travail n'est pas de dire à la CENI de ne pas respecter son calendrier. Notre travail, c'est de financer ce calendrier. Nous allons le financer et nous allons organiser les élections. Voilà ce que nous voulons. Nous allons parler déjà de la deuxième question dans ce magazine. La deuxième question, nous l'avons dit, de l'entame qu'on va faire un aperçu sur le dernier rapport
publié par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, programme basé évidemment sur l'IDH. L'IDH, pour ceux qui nous suivent, c'est l'indice de développement humain. Eh bien, la RDC a repris certaines places, alors qu'en 2012, 2013, 2014, la RDC était presque en dernière position. Monsieur DC, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette position actuelle qu'occupe le pays avec ce rapport, bien évidemment, du PNUD? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise. Pourquoi? Parce que la dernière fois que je suis passé sur la question économique sur les médias, j'avais dit que les investissements économiques ne répondent pas à l'instant. C'est comme une semence que vous mettez en terre, elle produit au bout d'une certaine période. Donc, vous n'allez pas attendre les retombées de la rigueur de Matata Ponyo à 2 jours, 3 jours après son mandat, ou les rigueurs du travail de Joseph Kabila Kabange à 2-3 jours. Mais je vous avais dit que bientôt vous allez voir les retombées. On nous a parlé ici du social, écoutez, lorsque nous disons social, il faudra que nous puissions bien expliquer aux Congolais ça signifie quoi social. Parce que les gens ont toujours pensé que social, c'est peut-être un fruit ou c'est peut-être, je ne sais pas moi... Le panier de la ménagère. Mais effectivement, le panier de la ménagère, il faut l'expliquer. Il faudra que les gens comprennent ce que ça signifie. Parce que les gens pensent qu'un jour, il arrivera qu'aucun Congolais n'aura plus jamais faim, ou il arrivera que les nourritures vont commencer à sortir, ou nous aurons une source de nourriture dans nos ventres et on n'ira jamais au marché. Non, ce n'est pas ça. Nous aurons... quand on parle du social, ce sont des évolutions, ce sont des tendances. Nous allons vers l'idéal. Même aux États-Unis, il y a des pauvres, il y a du chômage, il y a ce problème un peu partout. Mais voilà ce qui se passe dans notre pays. Comment on juge l'évolution d'un pays? C'est par rapport aux agrégats macroéconomiques, c'est par rapport à certains chiffres, à certaines valeurs qui sont définies. Et ces valeurs sont les retombées, ou plutôt les réalités que nous vivons tous les jours. C'est ça même le panier de la ménagère. Lorsqu'on parle de l'IDH, l'IDH comprend quoi? L'IDH comprend le taux de scolarité, l'IDH comprend le taux comment on l'appelle, la durée de vie plutôt. Donc l'IDH comprend pratiquement les taux de santé, l'IDH comprend pratiquement le taux de chômage et le revenu. Donc tous ces éléments-là réunis font ce qu'on appelle le bien-être du Congolais. C'est ça l'IDH. L'IDH est en train d'évaluer pratiquement le bien-être d'un peuple. Et depuis 2011, depuis 2001, vous pensez qu'il est positif? Selon ce que le PNUD a publié. Oui, je vais vous dire que ce n'est pas seulement parce que nous avons gagné quelques places que nous disons que nous avons des avancées. Non, depuis 2001, lorsque vous observez les rapports du PNUD, la RDC est toujours en flèche en train d'augmenter. Il est toujours en train d'aller crescendo vers le bien-être. Vous remarquerez que nous étions à 0,2, aujourd'hui nous sommes autour de 0,4, 0,413 à peu près. Donc la RDC est en train d'évoluer. Mais le problème c'est que nous ne disons pas que nous sommes déjà arrivés. Non, nous n'avons pas dit ça. Nous disons tout simplement que nous sommes sur une bonne voie. Lorsque le taux de chômage était au-delà de 50% et qu'aujourd'hui, on arrive même à évaluer un taux de chômage parce que les gens parlaient de 90%, certains parlaient même de 98%. Il y a des gens qui exagèrent avec des chiffres dans ce pays. Mais lorsque une organisation comme le PNUD vous dit que la RDC a beaucoup amélioré et qu'aujourd'hui, nous avons 40% des chômeurs en RDC, je pense que c'est des grandes avancées. C'est des grandes avancées. On peut même parler d'une avancée de plus de 100%. Si on parle par exemple de 40% des chômeurs en RDC, oui. Comment est-ce qu'on peut évaluer les 60% de ceux qui travaillent? Quel genre de travail? Oui, mais quel genre de travail? C'est que c'est un travail rémunérateur. C'est un travail qui leur donne quelque chose à manger, c'est un travail qui leur donne quelque chose. C'est pas du chômage déguisé en quelque sorte? Non, non, non. Lorsque le PNUD évalue, on exclut effectivement toutes les éventualités du chômage déguisé. Mais qu'est-ce que vous appelez chômage déguisé? Parce qu'il y a des gens qui confondent les choses. Lorsque moi j'ai fait les sciences économiques et qu'aujourd'hui je me retrouve en train de faire les affaires, je me retrouve en train d'être entrepreneur, je suis un entrepreneur, vous n'allez pas appeler ça chômage déguisé. Ce n'est pas du chômage déguisé, c'est tout simplement une capacité à produire. Donc on ne va pas dire que tous ceux qui sont dans les affaires aujourd'hui, que tous ceux qui investissent, d'ailleurs qu'ils ne sont même pas
pas compté dans le rapport de l'IDH. Tous ceux qui sont devenus des petits entrepreneurs, vous les appelez des chômeurs déguisés. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Il suffit tout simplement de transformer, de travailler pour améliorer cet informel et le ramener dans le formel. Nous verrons que le taux de chômage est encore plus faible que celui comment y parvenir? Comment y parvenir? Effectivement, dans les efforts que le gouvernement est en train de faire, de légaliser ou plutôt de faciliter l'incorporation des petits entrepreneurs, des micro-entrepreneurs dans le système économique, en allégeant la fiscalité, en octroyant des crédits, parce que lorsque vous devez octroyer des crédits à un entrepreneur, vous l'obligez d'abord de rentrer dans certaines normes, et en ce moment-là, il s'aligne, il a un numéro impôt, il a un numéro de compte bancaire, il fonctionne un peu dans un circuit bien régulier, en encourageant pratiquement, comme nous l'avions toujours dit, l'entrepreneuriat des jeunes, parce que nous pensons que l'émergence, il ne faut pas oublier que dans le rapport du PNUD, le PNUD a même dit que si nous continuons avec cette même croissance, nous allons arriver à l'émergence dans 13 ans. Donc avant même que Joseph Kabila, vous voyez que cet homme, c'est vraiment un génie de Joseph Kabila de 2030. Donc c'est vraiment un génie Kabila, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire et il y a des preuves à cela. Nous sommes en train de le constater. Je pense qu'il suffit tout simplement d'être un peu patient. En 2016, nous vivrons des grandes... Avant qu'on aborde à fond la question de l'émergence, je sais que vous avez parlé du bien-être et vous avez évoqué tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui peut convaincre ce téléspectateur par rapport au social qu'il est en train de vouloir voir s'améliorer du jour au lendemain pour que ces indicateurs macroéconomiques répondent évidemment à ce sujet? Je vais vous donner juste un petit élément. Vous savez qu'au Katanga aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement provincial, nous n'avons pas connu des flambées de prix de la farine, par exemple. Nous avons le prix du maïs qui est toujours stable et qui baisse d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas le panier de la ménagère qui est en train d'évoluer? Vous savez très bien que le maïs, c'est la nourriture de base pour les Congolais. Vous êtes en train de voir avec tous les efforts qui sont en train d'être faits ici au Katanga, comment on est en train d'améliorer les conditions de vie, comment les gens sont en train de rentrer dans l'agriculture et de transformer la terre tous les jours ici. Et des grands alors, vous avez tous suivi ce qui se passe que le gouverneur est en train de faire, que le chef de l'État est en train de faire. Nous avons vu tout ce travail. Est-ce que ce n'est pas des efforts dans ce sens-là? Lorsque vous avez une stabilité des prix, monsieur José, parce que les gens pensent qu'aujourd'hui on viendra distribuer les Thomson aux gens. Non, on ne fera pas ça. C'est par le travail. Nous travaillons, nous avons un peu d'argent, mais cet argent vaut quelque chose. Cet argent est stable. Il faut lui donner au peuple. Comment peut-être que les gens n'ont pas accès facile au travail, monsieur Désir. Non. Je sais que nous ne sommes pas encore arrivés à 7% des chômeurs à RDC ou à moins de 10% des chômeurs à RDC. Ça, je le comprends très bien. Mais 60% des Congolais actifs sont en train de travailler. Monsieur José, je ne pense pas que cela soit une chose à ne pas considérer. Lorsqu'il y a 60% des Congolais qui ont de l'emploi, ça ce n'est pas nous qui le disons, c'est le PNUD qui le dit. Je pense qu'il y a des avancées. Mais il ne faudrait pas que nous puissions nous dire il y a tel qui était affamé hier, donc la RDC n'avance pas. Non, nous n'avons pas dit ça. Nous n'avons pas dit que nous avons atteint la famine zéro. Ce n'est pas ce que nous avions dit. Mais nous disons tout simplement qu'il y a des avancées. Et lorsque l'on évalue l'économie d'un pays, on part d'un point pour aller à un autre point. On ne peut pas aujourd'hui chercher à nous comparer aux États-Unis, comme je vois certaines personnalités, quand il faut une visite aux États-Unis, ils reviennent, ils commencent à nous raconter un peu des histoires. Je pense que ce n'est pas ça ce que nous devons faire. Nous devons plutôt regarder d'où nous venons, où nous allons. Je pense que nous avons quitté 2001, aujourd'hui nous sommes en 2015. Personne ne peut me démontrer que nous sommes en train de reculer. Alors, nous parlons de la dernière question, la République démocratique du Congo qui souhaite être comptée parmi les économies émergentes, vous l'avez souligné, M. Désir, à l'horizon 2030. Comment y parvenir puisque beaucoup d'autres problèmes sont soulevés, avec notamment l'accompagnement de partenaires dont l'aide publique au développement et les financements sont de plus en plus faibles, M. Désir. Premièrement, je voudrais vous dire qu'un État qui se veut émergent doit arrêter avec les aides publiques au développement. Nous devons arrêter avec les aides publiques au développement. Nous devons arriver à des crédits au développement. Nous devons arriver à traiter comme des vrais partenaires, pas venir nous donner $100 comme aide. Pourquoi arrêter avec l'aide publique, M. Désir? Parce que c'est important. Non, en fait, parce que un État qui se dit émergent, vous savez, l'aide publique qui vient là, il n'est pas réellement gratuit.
il n'est pas réellement gratuit, il vient avec des règles, avec des impositions. Ce n'est pas sérieux, on ne vous respectera pas si vous continuez à tendre la main. Moi, je voudrais que nous puissions plutôt arriver à discuter des contrats bilatéraux, à des décisions beaucoup plus importantes et à des crédits. Lorsqu'on doit nous faire confiance, on doit passer plutôt au crédit et non pas à l'aide publique. Ces gens-là ne nous aident pas. Au contraire, ces aides-là viennent nous freiner. Parce que quand ils viennent avec ces aides, vous n'êtes pas libre de l'utiliser comme vous le voulez. On vous impose les domaines dans lesquels vous devez les exploiter. Quand ils viennent avec de l'argent, ils vous disent, nous voulons que vous alliez faire une piste, je ne sais pas moi, dans tel village. Alors que vous, peut-être, vous pensiez faire une route de dessert agricole. Et par rapport à leurs intérêts, ils vous disent, nous voulons le faire tel endroit. Nous ne voulons pas de ça. Ça, c'est de un. De deux, nous voulons plutôt que la RDC puisse accroître davantage sa production. Nous sommes aujourd'hui à 9,5% de croissance économique. Nous pensons que si nous voulons vraiment arriver à l'émergence, la RDC doit passer à une croissance à 2 chiffres. Et c'est possible. En diversifiant les activités, nous ne devons pas nous concentrer seulement sur l'économie, sur les mines. Parce que les mines sont très très fragiles et malléables. Nous risquons d'avoir beaucoup de problèmes si par exemple aujourd'hui les cours ça a été dit de toutes les années. Non, ce n'est pas une chanson parce qu'il y a des preuves. Aujourd'hui par exemple l'agriculture est réellement... Vous savez, ce que j'apprécie... Vous voulez parler de Bokanga Lonzo? Par exemple, ce que j'apprécie dans Joseph Kabila, c'est que quand il dit, il exécute. Quand il promet, il finit par le faire. Il a dit, et nous avons vu Bokanga Lonzo depuis avant-hier, on a commencé la production de Bokanga Lonzo, c'est 20 000 tonnes de maïs. Imaginez si nous avons 26 Bokanga Lonzo dans chaque 26 Bokanga Lonzo, donc un parc plutôt dans chaque province, nous verrons réellement le prix des denrées alimentaires diminuer, baisser, et nous n'aurons plus à dépenser de nos capitaux vers l'extérieur, vers les importations. Donc aujourd'hui, ce que moi je dis, c'est que nous devons diversifier les activités. L'agriculture, comme on a lancé Bokanga Lonzo, j'espère que nous allons lancer les autres activités, mais ne comptons pas trop toujours sur les aides publiques. Non, moi je préfère plutôt encourager les initiatives privées, étrangères ou locales, mais ces initiatives viennent plutôt sous un esprit de compétitivité, et non, de compétition même, et non pas les aides publiques qui viennent avec beaucoup de caprices. Vous connaissez comment les Américains ou les Occidentaux fonctionnent. Quand ils viennent avec 20 000 $, 20 millions de dollars, ils vous font d'abord beaucoup de pression et au finish, cet argent leur revient parce qu'ils viennent toujours avec des conseillers techniques, des coopérants, ils viennent et puis ils récupèrent tout l'argent, ils leur reviennent. Sous une autre forme. Sous une autre forme. Donc aujourd'hui, nous pensons plus encourager l'initiative privée, locale et étrangère, encourager les petites entreprises parce que les Congolais n'ont pas assez de capitaux, les encourager dans les petites initiatives, les petits entrepreneurs, les micro-entreprises, et aussi créer cette culture entrepreneuriale dans les Congolais, parce que nous pensons que l'émergence de la RDC doit être congolaise. Ce n'est pas l'affaire des Occidentaux, ce n'est pas l'affaire des pays étrangers, mais c'est l'affaire des Congolais d'abord. Que le système bancaire puisse s'organiser et faire réellement son travail. Ceci pourra permettre à ce que la croissance soit à 14% ou pourquoi pas à faire l'exception et battre tous les records, arriver à 16% par exemple. Alors, M. Deschamps, on va rester dans ce registre. Je voudrais que vous puissiez un peu donner de plus en plus de détails aux téléspectateurs. Lorsqu'on parle, par exemple, des conditions d'émergence des marchés financiers qui se trouvent être structurés et modernes, qui peut être adaptés aux réalités de la RDC. Oui, vous savez, aujourd'hui par exemple, chez nous, nous n'avons pas un marché financier cohérent. Nous n'avons pas un marché financier, nous n'avons pas des bourses, nous n'avons pas... les banques même, ils ne font pas tout leur travail comme il se devait. Nous devons plutôt, effectivement, organiser ce marché financier avec des marchés internationaux, des marchés... ce qu'on va faire à Kinshasa, finalement, moi je pense qu'on va finir par créer une bourse agricole à Kinshasa avec Bokanga Lonzo et avec d'autres activités. Nous devons arriver à mettre ces entreprises qui existent en RDC, les mettre en bourse, créer une bourse et un marché financier en RDC et que les discussions viennent se faire ici chez nous en RDC. Vous savez, lorsque nous devons aller proposer notre cuivre à Londres, c'est à Londres que nous allons le proposer et ils nous imposent des prix. Mais lorsque nous avons un marché financier chez nous, lorsque nous avons une bourse de matières premières en Afrique, moi, je pense que nous devons militer et que tous les pays qui produisent par exemple le cuivre en Afrique, nous devons nous entendre et créer un marché ou un marché des cours des matières premières
ici même en Afrique, et je proposerai en RDC, et là, je pense que nous sommes bien placés pour proposer, pour que ces gens viennent discuter chez nous et non pas nous aller vers eux. Vous pensez que c'est facile d'y arriver? Ce n'est pas facile, il n'y a rien de facile dans le monde, vous savez très bien, la vie c'est un combat, je pense que cet adage vaut pour les individus que pour les États. Donc nous devons nous battre, mais nous devons nous imposer, c'est pratiquement ça la lutte de notre peuple. L'autre astuce qu'on a failli évoquer, c'est évidemment cette question de la classe moyenne. Lorsqu'on parle d'émergence, on n'est pas également du côté de la classe moyenne. Et aujourd'hui, en RDC, la question est soulevée de tous les bords, mais on n'arrive pas effectivement à créer cette classe moyenne sur DC. Comment y arriver? Parce que des propositions émanent de partout, mais qui ne parviennent toujours pas à permettre au pays de se doter d'une classe moyenne. Moi, je suis réaliste, je voudrais vous dire, ça ne se fera pas par une baguette magique. Donc ce n'est pas parce qu'on va sortir une loi sur l'entrepreneuriat des Congolais ou une loi qui encouragerait la classe moyenne des Congolais que automatiquement cela va suivre en 2-3 jours. Non. Ce que je voudrais proposer, c'est qu'il y a toute une éducation, il y a toute une panoplie de choses à faire avant d'arriver à cette émergence de la classe moyenne. Premièrement, c'est l'éducation des Congolais. Les Congolais doivent être éduqués à être riches. Pour être millionnaire, il faut d'abord commencer à penser millionnaire. Il ne faudrait pas que l'on te donne des millions comme on l'avait fait en 1974 avec la réalisation. Ça, c'était une erreur. On doit d'abord cultiver dans le chef des Congolais l'esprit des millionnaires. On doit d'abord vous faire des millionnaires avant de toucher les millions. Parce qu'aujourd'hui, si on donnait aux Congolais de l'argent, du crédit, nous voyons ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà faits. Je voudrais que l'on puisse continuer dans ce sens-là. Il y a la révolution dans l'enseignement, dans l'éducation des Congolais. Il faudra que l'on change la façon de réfléchir, que l'on arrête de faire l'université pour les demandes d'emploi, mais que l'on ait l'université pour des entrepreneurs, que l'on ait une université pour des chercheurs, pour des gens qui proposent des solutions et non pas des demandeurs de solutions. C'est l'élément important que je désire vous évoquer. Pourquoi ne pas faire de nos universités, de nos institutions supérieures, des institutions ou des universités où on forme des créateurs d'emplois? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est ce problème qui se pose actuellement au pays. Vous avez tout à fait raison, M. José. Nous voulons que l'université soit une couveuse pratiquement des entreprises. Nous voulons que de là proviennent des grandes entreprises, que l'on puisse encourager les étudiants. Et ça, c'est possible, M. José. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça demande juste un programme que nous devons réadapter. Nous devons aujourd'hui avoir un cours d'entrepreneuriat dans toutes les écoles, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. On doit arrêter d'enseigner les gens le paternalisme comme ça s'est fait en Belgique, avec la Belgique, qui nous apprend à mémoriser, qui nous apprend. Cette façon d'étudier est déjà dépassée. Nous devons changer cette façon. Nous devons aussi adapter. Il y a une loi qui est en gestation, bientôt elle sera, parce que j'ai discuté avec une fois, j'ai suivi le chef de l'État en parler. Je pense que cette loi, quand elle viendra sur l'entrepreneuriat des Congolais, sur la classe moyenne, je pense qu'elle pourra aussi encourager, c'est qu'on va donner les grands marchés aux Congolais. Arrêtons de donner les marchés aux Indiens et vous cachez derrière. Et si on ça, c'est un problème. Aux Congolais, nous ne risquons pas de connaître le sort de 1974. Non, parce que les Congolais sont prêts. Non, le problème, c'est oui, moi je pense que les Congolais sont prêts et nous devons les accompagner. Le problème, c'est qu'en 1974, on n'a pas accompagné. C'est vrai que nous avons des problèmes de compétences, je l'ai toujours dit, mais qu'est-ce qui est fait? Nous devons fournir, c'est pourquoi je parlais de l'éducation. Lorsque nous donnons un marché, nous devons l'accompagner. Et ça s'est fait en Afrique du Sud, et aujourd'hui on a des Noirs qui ont émergé en Afrique du Sud, ça peut se faire aussi chez nous. Donc nous devons accompagner, il faut des structures d'accompagnement. On a parlé d'une structure d'accompagnement de l'entrepreneuriat des jeunes, qui serait venue aussi avec cette même loi que je viens de citer tout à l'heure. J'espère qu'elle pourra faire son travail, et l'expertise existe aussi. Nous avons beaucoup d'experts ici dans ce pays. Aux expatriés, mais on se cache derrière. Oui, mais il y a beaucoup de politiques qui font ça. Ils donnent des marchés aux Indiens, aux Pakistanais, mais derrière là, c'est un seul monsieur qui est en train de manipuler les gens. Ça, nous ne voulons pas. Nous voulons que les Congolais aient la primeur lorsqu'il y a des marchés à négocier, que ce soit des Congolais et que nous puissions jouer franc jeu, que l'on donne la chance à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a des gens qui sont déjà bien partis et qui sont en train de bloquer la machine aux nouveaux venants. Lorsque nous arrivons sur le marché
de l'entrepreneuriat pratiquement, lorsque vous avez des projets, vous avez des difficultés à émerger parce que vous n'avez pas des capitaux, parce que vous n'avez pas de l'expérience, et un monsieur qui vient de l'Afrique du Sud, à peine arrivé, on lui donne un marché. Ce n'est pas juste. On doit appliquer une certaine justice en RDC pour privilégier les Congolais à émerger, à investir. Et les Congolais, je voudrais que l'on puisse faire la part des choses entre les politiques et les businessmen. Que l'on arrête à confondre les choses, que les politiques laissent les business aux businesseurs. Lorsque vous voulez faire le business, allez dans le business, mais lorsque vous faites de la politique, si vous faites aussi le business, nous ne vous défendons pas, mais ne confondez pas ces deux statuts donc que vous avez. Deux sphères différentes. Tout à fait. Que l'on arrête de confondre ces deux sphères. Et si on arrivait à laisser l'économie fonctionner librement, les libres-échanges vont nous permettre d'avancer et tous, on aura l'émergence de ces Congolais-là. Monsieur Dessé, le magazine arrive à sa fin. Un résumé en 2 minutes, notamment sur la question électorale, mais aussi sur le dernier rapport du PNUD. Enfin, vous allez chuter sur l'émergence de la RDC. Vous avez pour cela 2 minutes. Si nous devons parler en bref aux Congolais, je leur dirais tout simplement que nous voulons des élections, que personne ne nous distrait. Il y a des gens qui sont en train de nous distraire parce qu'ils sont en train de chercher leur poste. Nous connaissons comment ça fonctionne dans ce pays. On est en train de chercher le dialogue par-ci. Il y a un parti politique qui est en train de chercher aujourd'hui le dialogue. Ils ne veulent même pas des élections. Ils sont même prêts à prolonger le mandat du chef de l'État s'il le faut, parce qu'ils parlent d'une transition, même si glissement il faut. Nous ne sommes pas d'accord avec ces gens-là. Nous disons, le dialogue, oui, mais pas sur des questions qui sont déjà établies. Pas sur des questions qui sont... On ne va pas nous distraire. Hier, on nous disait un calendrier global. Aujourd'hui, nous avons un calendrier global. Arrêtons de faire des discussions. Préparez-nous aux élections. Je vois, dans 1 mois, nous allons présenter nos candidatures. Moi, je suis déjà en train de préparer mon dossier. Je voudrais que nous puissions aller aux élections. Nous n'avons pas besoin des distracteurs dans ce pays. Et le peuple veut des élections. En 2015 et en 2016, le chef de l'État fera une passation de pouvoir civilisée comme il nous avait promis. Je pense que les Congolais sont en train de voir qui sont avec eux et qui sont pour leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est maintenant debout, comme le chef de l'État le disait. Nous avons suivi le rapport du PNUD qui est en train de nous donner des chiffres convaincants. Aujourd'hui, avec l'IDH, nous sommes aujourd'hui 174e pays, alors qu'il y a 2-3 ans, nous caracolions vers la dernière place, donc 187e, mais aujourd'hui, la RDC est en train d'avancer. Et je crois qu'en 2015, nous serons peut-être à 160, nous sautons à pas de géant. Ça, j'en suis très très sûr par rapport aux actions de mon gouvernement. Aujourd'hui, nous disons, si nous voulons continuer dans cette lancée, nous devons encourager l'entrepreneuriat des jeunes, nous devons encourager l'entrepreneuriat des Congolais, nous devons encourager ou créer une certaine culture entrepreneuriale. Nous revenons sur l'éducation des Congolais. Les Congolais doivent se rééduquer. Nous devons revenir pratiquement au bon sens, à changer notre manière de vivre, à changer notre manière de dépenser l'argent, à changer notre manière d'investir, et nous pourrons demain avoir un Congo plus grand et plus beau qu'avant. Ce que je pourrais dire en dernier, monsieur, pour chuter, c'est pratiquement demander aux Congolais d'aimer leur pays. Aimons notre pays, et nous disons à toutes les femmes que nous avons besoin des efforts de la femme pour que ce Congo soit émergent. Nous voulons autonomiser la femme, nous voulons que la femme soit capable d'apporter aussi son apport à ce développement, notamment par l'entrepreneuriat. Merci, M. Dessé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Le plaisir était à nous et nous disons merci à tous nos téléspectateurs. Madame, monsieur, votre magazine se referme à tous et à chacun. Nous disons merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi le décryptage des grandes questions d'actualité, les questions électorales, mais également les questions économiques, avec notamment le dernier rapport publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, sur l'IDH, la RDC, qui a pris certaines places. Vous avez suivi le décryptage. On se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Je ne pense pas que je vous